Il était 2 heures de l'après-midi à Los Angeles. Le soleil de Californie cognait sur un stade rempli de 80 000 personnes. C'était censé être le moment où le mondial se réveillait enfin. Le premier match couperé, les 32e, le début de cette phase où chaque rencontre compte et où la marge d'erreur tombe à rien. Des gens avaient traversé 2 continents pour cela. Ils s'étaient peints le visage. Ils avaient acheté des maillots qui coûtaient plus cher qu'une semaine de course. Puis, pendant 91 minutes, ils sont restés assis à regarder une salle d'attente version football. Bienvenue dans Canada contre Afrique du Sud. Un match à la fois historique, sincèrement émouvant et profondément et presque admirablement ennuyeux. Et dans cette contradiction se cache un vrai problème, pas pour les équipes, mais pour la FIFA, l'organisation qui a bâti cette architecture et qui encaisse l'argent à pleine main. Commençons au bon endroit parce que le mérite doit être reconnu quand il est dû. Pour le Canada, le fait d'entrer sur ce terrain pour un match coup-près représentait l'aboutissement de décennies de douleur et d'effacement. Avant ce tournoi, le Canada avait disputé exactement 6 matchs en Coupe du Monde dans toute son histoire, depuis 1986, et les avait tous perdus. Pas une seule victoire, pas même un seul but. Au mieux, c'était une question de quiz. Au pire, une plaisanterie. Alors, quand cette équipe canadienne a décroché sa place en 32e sur son sol, devant ses propres supporters, dans un pays où ce sport cherchait son moment fondateur, c'était plus grand que le football. C'était une question d'identité nationale. Pour l'Afrique du Sud, l'histoire était aussi forte. Les Bafana Bafana n'avaient jamais, dans toute leur histoire mondiale, dépassé la phase de groupe. Jamais. Ils avaient été le pays hôte en 2010, quand le monde entier était venu chez eux, et même alors, ils étaient aux sorties avant les tours couperets. Les voir sous le soleil de Los Angeles, en 32e, c'était donc aussi de l'histoire. C'était immense. Rien de tout cela n'est anodin. Rien de tout cela ne mérite d'être balayé. Mais voici la vérité inconfortable que personne, aux communications de la FIFA, ne veut prononcer à voix haute. Quand on met face à face, dans un match coup-près, 2 équipes qui arrivent surtout heureuses d'être encore en vie, il en sort presque toujours un football prudent, défensif, inquiet et, franchement, difficile à regarder. C'est ici. Ce n'est pas une insulte envers le Canada ou l'Afrique du Sud, c'est structurel. Quand la survie devient l'objectif total, quand l'idée tactique cesse d'être comment gagner, pour devenir comment ne pas perdre, on obtient 90 minutes de bloc bas, de longs ballons vers nulle part, de pressing timide et une atmosphère qui se dégonfle lentement, comme un pneu percé d'une fuite minuscule. Et c'est exactement, presque au millimètre, ce qui s'est produit au stade de Los Angeles le 28 juin 2026. L'Afrique du Sud est entrée avec un plan si lisible qu'on le comprenait du dernier rang. Survivre, absorber, prier. Dès le coup d'envoi, elle s'est installée dans un bloc bas à 5 défenseurs et a défié le Canada de trouver la solution. Sa défense a défendu avec courage et qualité. Le gardien Ronwen Williams a été remarquable. Arrêt après arrêt, calme sous pression, maître dans sa surface. Mbokasi a jeté son corps devant un but, presque certain, quand Jonathan David s'est retrouvé face à une cage ouverte. Et son sauvetage sur la ligne a gardé l'Afrique du Sud en vie. Ce furent des actes héroïques de joueurs, appliquant ce que leur sélectionneur leur avait demandé. Le Canada, de son côté, a pressé sans cesse, mais n'a jamais trouvé le passage. La créativité manquait. La dernière passe était mauvaise. Il y a eu une énorme réclamation de pénalty lorsque Richie Laryea est tombé dans la surface. Les ralentis suggéraient que l'arbitre et le VAR avaient peut-être manqué une faute évidente et les experts arbitraux étaient divisés sur savoir s'il fallait siffler. Mais le coup de sifflet n'est jamais venu et le match s'est enlisé. Les 85 minutes ont traîné. Les papiers des journalistes au stade n'ont pas été tendres. Des mots comme brouillon, somnolent et accroché sont apparus dans presque tous les papiers publiés après. The Guardian a publié un article quasi dédié à s'excuser auprès des lecteurs pour le peu d'événements à raconter.
Ce n'était pas exagéré, c'était simplement le match. Le seul moment qui a rendu un pouls au stade est arrivé quand le Canada a enfin envoyé Alphonso Davies sur la pelouse à la 75e minute. Davies, la star du Bayern Munich, et de loin le nom le plus connu de l'effectif canadien, avait manqué toute la phase de groupe à cause d'une blessure musculaire. Son entrée a été électrique, comme seules celles des joueurs spéciaux peuvent l'être. On sentait le public basculer par sa présence. Il a immédiatement accéléré le rythme, créé 2 demi-occasions et, plus largement, rendu la fin regardable, contrairement aux 3 premiers quarts. Mais même Alphonso Davies ne pouvait pas fabriquer en 15 minutes le but que 90 minutes laborieuses n'avaient pas produit. Puis le football a fait ce que le football fait. 92e minute. En plein temps additionnel, un centre est venu de la droite, la défense sud-africaine n'a pas dégagé proprement et le ballon est retombé sur Stephen Eustáquio à l'entrée de la surface. Eustáquio, le capitaine canadien, n'a pas hésité. Il a amorti de la poitrine, s'est placé puis a déclenché une volée du droit sèche qui a filé à l'intérieur du poteau opposé avant même que Ronwen Williams bouge. 1-0. Le banc canadien a explosé. Les joueurs ont sprinté sur toute la longueur du terrain. L'entraîneur Jesse Marsh est tombé à genoux. Et, au même moment, des joueurs sud-africains se sont écroulés sur la pelouse. Certains pleuraient. Parce qu'après 92 minutes à lutter avec tout ce qu'ils avaient, tout était perdu en une demi-seconde. Le Canada venait de gagner son premier match coup près de son histoire en Coupe du monde masculine. Il rejoignait les huitièmes de finale pour la première fois. Jesse Marsh est ensuite entré sur le terrain, a rassemblé ses joueurs en cercle et leur aurait lancé, la voix brisée, qu'ils étaient des héros canadiens et que les enfants du pays grandiraient en jouant ce sport autrement grâce à ce qu'ils avaient fait ce soir. Ce n'est pas rien, c'est vraiment l'un de ces moments pour lesquels le sport existe, mais c'est ici qu'il faut changer de registre. Parce qu'une volée spectaculaire à la 92e minute n'efface pas les minutes d'avant. Elle n'efface pas 91 minutes de supporters perdant l'envie de vivre sous le soleil californien. Et surtout, elle ne résout pas le problème structurel qui a produit toute cette situation. La FIFA a élargi ce mondial de 32 à 48 équipes. Cette décision a été poussée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et ratifiée par le Conseil de la FIFA en 2017. La justification officielle était la démocratisation du football, donner à plus de nations la possibilité de participer, étendre la portée du jeu, rendre le mondial plus inclusif. Beau mot. C'est aussi surtout de la vitrine. Le vrai moteur était l'argent. Plus d'équipes signifie plus de matchs. Le mondial 2026 compte 104 rencontres, contre 64 auparavant. Cela fait 40 matchs supplémentaires, 40 recettes de stade, de créneaux télévisés, d'activation de sponsoring et d'offres d'hospitalité. La FIFA a prévu 13 milliards de dollars de revenus totaux sur le cycle de 4 ans, de 2023 à 2026, une hausse de 56% par rapport au Qatar 2022, de 67% par rapport à la Russie 2018, et presque le double de ce que le Brésil 2014 avait généré. Les recettes de billetterie seules devaient dépasser 3 milliards de dollars, plus de 3 fois le montant du Qatar. Les droits de diffusion devaient progresser de 34%, en approchant les 4 milliards de dollars. Les revenus de partenariat grimpaient de 21%. Ce ne sont pas des chiffres du football, ce sont des chiffres de rapports d'entreprise. Et l'homme au centre de tout cela, c'est Infantino lui-même, une des figures les plus controversées du sport mondial. Né en Suisse en 1970 de parents immigrés italiens, Infantino a été formé comme juriste et a monté discrètement de l'UEFA jusqu'à devenir l'homme de confiance de Michel Platini. Son chemin vers la présidence de la FIFA s'est ouvert durant le fameux scandale du FIFAgate en 2015, quand le FBI a arrêté des hauts responsables dans un hôtel de Zurich et que toute la direction de la FIFA a commencé à s'effondrer. Platini étant écarté par une enquête éthique dont il sera blanchi en appel 10 ans plus tard, Infantino s'est avancé pour occuper le vide. Il a remporté la présidence de la FIFA en 2016. Depuis, Infantino a centralisé le pouvoir à la FIFA,
Ses partisans le présentent comme un génie de la reconstruction et que ses critiques emploient des termes moins flatteurs. Il a agrandi le mondial des clubs, il a créé de nouvelles compétitions, il a imposé une mondiale à 48 équipes et il a cultivé des relations politiques puissantes, notamment avec le président américain Donald Trump, apparaissant à ses côtés en public et aidant la FIFA à naviguer dans le terrain politique complexe d'un tournoi organisé dans 3 pays d'Amérique du Nord. Cette relation a aussi été scrutée. En juin 2026, Euronews a publié une enquête détaillée titrée Argent, pouvoir et politique au cœur de l'empire mondialiste de Gianni Infantino, documentant la façon dont Infantino a concentré le pouvoir décisionnel et transformé la FIFA en ce que des critiques décrivaient comme une opération financière menée par un seul homme. Quelques jours seulement avant le coup d'envoi du tournoi, Infantino a reçu une plainte de nul autre que Michel Platini, son ancien patron. L'équipe juridique de Platini a engagé une procédure à Paris, affirmant qu'Infantino, avec les anciens responsables de la FIFA Marco Villiger et Domenico Scala, avait orchestré un effort délibéré pour empêcher Platini de briguer la présidence de la FIFA en 2016. Platini poursuit également la FIFA pour dommages économiques. Le Los Angeles Times a publié, juste avant le tournoi, un article intitulé « Le mondial comme machine à cash, comment la politique et la cupidité nourrissent le monopole de la FIFA ». The New Republic avait déjà qualifié l'édition 2026 du mondial potentiellement le plus corrompu de l'histoire du sport. Aucune de ces accusations ne n'a donné des condamnations. Infantino nie tout tort. La FIFA n'a pas répondu publiquement à chaque griffe. Mais le sujet n'est pas de savoir si telle ou telle accusation tient devant un tribunal. Le point, c'est le schéma. C'est ce que cette organisation a montré. Depuis des décennies, la FIFA n'est pas d'abord une organisation de football. C'est une entreprise qui utilise le football comme source de revenus. Et quand on comprend cela, le mondial à 48 équipes ne ressemble plus à un cadeau fait au football mondial et commence à apparaître pour ce qu'elle est, une extension d'inventaire. Le scandale des pauses fraîcheurs apparu pendant le tournoi a illustré cette dynamique avec brutalité. La FIFA a introduit des pauses d'hydratation obligatoires, censées protéger les joueurs de la chaleur estivale nord-américaine. Logique, non? Sauf que ces pauses ont vite été vendues aux sponsors comme des écrans publicitaires TV. Le bien-être des joueurs est devenu un produit. Le souci de leur santé a été transformé en occasion de recettes TV. Euronews l'a documenté dans son enquête, et cela a provoqué la colère de les joueurs, les entraîneurs et les supporters. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, avait déjà averti avant le tournoi que le calendrier élargi créait un risque réel d'épuisement des joueurs. « Les cloches sonnent depuis longtemps, disait-il. Le risque de burn-out ne peut pas être écarté. Il n'était pas seul à s'en inquiéter, et pourtant, le tournoi a continué de s'étendre. 104 matchs, 72 jours de compétition, 16 sites dans 3 pays. La logistique était vertigineuse, avec des équipes parfois à parcourir des milliers de kilomètres entre 2 matchs de groupe, dans un format qui, selon ses critiques, affaiblissait le produit sportif même que la FIFA vendait aux diffuseurs. Revenons maintenant à Canada contre Afrique du Sud et regardons-le à travers cette grille. La phase de groupe de ce mondial a été, il faut le reconnaître, vraiment excitante. Il y a eu de vraies surprises, du vrai drame, Lionel Messi orchestrant encore des moments de génie, Kylian Mbappé faisant ce que seul Mbappé peut faire, des géants bousculés par des nations que personne n'attendait. L'Allemagne a écrasé Curaçao, des chocs ont eu lieu. Les critiques, qui prévoyaient une longue succession de déséquilibres en phase de groupe, se sont largement trompés. La première phase du tournoi a été regardable et, par moments, brillante. Mais les tours couperés sont différents. Ils le sont toujours. Les marges se resserrent. L'enjeu devient absolu. Et surtout, l'écart de qualité entre les grandes puissances du football et les nations entrées, grâce à l'expansion, est exposé de la manière la plus brutale dans le football, à élimination directe. En phase de groupe, une petite nation peut prendre son point, célébrer son nul contre l'Argentine et avancer.
Dans un match coup près, l'instinct de survie prend toute la place. Chaque décision tactique passe par une seule question. Comment ne pas perdre? Quand deux équipes placées exactement dans ce mode survie se croisent en 32e, on obtient Canada contre Afrique du Sud. On obtient 91 minutes de berceuse avec une note explosive à la fin. Le public de Los Angeles, venu par dizaines de milliers pour ce supposé grand match d'ouverture de la phase couperée, avait visiblement du mal à rester impliqué avant la 90e minute. C'est le problème de la FIFA, et il est entièrement de sa fabrication. L'histoire du petit pousset est réelle et précieuse. Le Cap-Vert qui avance, la République démocratique du Congo qui atteint les tours couperés, la magie de petites nations arrivant à des stades où personne ne les imaginait. Ces histoires y sont au cœur de ce que ce sport a toujours porté. Elles ne sont pas le problème. Le problème apparaît quand le tableau devient assez rempli d'équipes, surtout reconnaissantes d'être là pour que la qualité des premiers tours commence à nuire directement à l'expérience du spectateur. Car le mondial ne doit pas être seulement une bonne compétition, elle doit être un grand produit TV. La FIFA l'a vendu ainsi à des diffuseurs qui paient près de 4 milliards de dollars pour les droits. Elle est censée fabriquer du drame. Un blocage sans but de 91 minutes dans le premier match couperé, ce n'est pas du drame. C'est un test de résistance pour la patience des sponsors. Le Canada affrontera soit les Pays-Bas, soit le Maroc à Houston en huitième de finale. C'est un autre défi footballistique, un match contre des équipes dont l'ambition va bien au-delà de la simple survie. Que le compte canadien continue ou s'arrête là dépendra de sa capacité à transformer la qualité montrée en phase de groupe en exécution de très haut niveau dans les matchs couperés. Jesse Marsh a construit quelque chose de réel avec cette équipe et un Alphonso Davies en pleine forme change tout par rapport au groupe qui s'est traîné pendant 92 minutes contre l'Afrique du Sud. Le récit est puissant, le potentiel est authentique. L'Afrique du Sud rentre chez elle. Elle rentre après avoir dépassé toutes les attentes, défendu avec courage, organisation et du cœur, et offert à son peuple une histoire de Coupe du Monde qui se racontera longtemps. Son gardien Ron Wayne Williams a été l'un des meilleurs joueurs de la première journée des matchs couperés. Il leur a peut-être manqué une décision arbitrale favorable pour pousser jusqu'au tir au but. Dans un autre tableau, avec un autre tirage, ils auraient pu gagner ce match. Ils n'ont aucune excuse à donner. Les excuses, si l'on est honnête, devraient venir de la structure qui les a placés dans cette position. La FIFA voulait plus de matchs. Elle les a eus. Elle voulait plus d'argent. Elle est en route vers 13 milliards de dollars. Elle voulait plus d'inclusion. Elle a obtenu 48 équipes, 104 matchs et une phase couperée qui s'est ouverte sur presque un somnifère télévisé produit par le football professionnel. Le calcul est simple et terrible. Plus de matchs ne signifie pas plus de bons matchs. Cela signifie plus de matchs. Certains seront spectaculaires, certains seront historiques. Et certains seront Canada contre Afrique du Sud pendant 91 de leurs 92 minutes. Techniquement un match de football, techniquement une partie du plus grand tournoi du sport, et concrètement un test pour savoir jusqu'où 80 000 personnes peuvent fixer poliment une pelouse très chère. C'est là que la politique et le football deviennent une seule histoire, ce qu'ils ont toujours été. Gianni Infantino n'a pas élargi ce mondial par amour des outsiders. Il l'a élargi parce que les calculs le lui dictaient. Plus de fédérations membres signifie plus de voix au congrès de la FIFA. Plus de voix signifie plus de pouvoir. Plus de pouvoir signifie plus de décisions unilatérales. Plus de décisions signifie plus de revenus. Et le cycle se renforce jusqu'à ce que le produit lui-même, le vrai football, la raison pour laquelle tout cela existe, devienne secondaire face à la machine autour de lui. Des critiques ont utilisé le terme « corruption légale » pour décrire la façon dont la FIFA distribue des fonds aux fédérations nationales. Les fédérations membres qui reçoivent l'argent de développement de la FIFA votent souvent comme la FIFA le suggère. L'expansion à 48 équipes a donné à davantage de nations un chemin vers le mondial, leur donnant plus de raisons de soutenir la direction de la FIFA, offrant à Infantino plus de sécurité politique,
lui permettant de faire passer davantage de changements générant plus de revenus. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est ainsi que cette institution fonctionne depuis des décennies. Les noms au sommet ont changé après 2015, les mécanismes, globalement, non. Ce qui change sous Infantino, c'est l'échelle. Les chiffres sont plus gros, les ambitions sont plus vastes. Le mondial se joue dans 3 pays simultanément pour la première fois. Le spectacle est réel. Et les tensions structurelles dans ce spectacle sont apparues tôt et nettement dans les 91 minutes de football patient, lourd et défensif qui ont précédé le moment de pure magie de Steven Eustachio. Ce but compte, il était beau, il était historique. Il a donné au Canada un moment dont on parlera longtemps après la fin de ce tournoi, mais la FIFA vient de recevoir une première facture du problème de qualité qu'elle a mis dans cette compétition. La question est maintenant de savoir si le reste des tours couperets paiera la même addition ou si la suite, les Pays-Bas, le Maroc, le Brésil, les poids de lourds, sauveront le produit TV qu'un tableau à 48 équipes a mis en danger. La magie des outsiders est réelle. La facture qui l'accompagne l'est tout autant, et l'organisation qui encaisse 13 milliards de dollars au sommet de cette pyramide a construit les deux volontairement avant d'appeler cela le progrès.